Donc je vous présente David Olivier. Faut-il le présenter? David Olivier est un ancien élève de l'ENS de Saint-Cloud en physique, militant antispéciste, fondateur des cahiers antispécistes en 1992. 91 même en fait, je suis pas sûr. 92 je crois. Ouais, 92. Et il se consacre à la réflexion sur la question physique de la sentience. Bonjour, donc je suis très content d'être là et je trouve très important le fait de diffuser les idées par rapport au spécisme, par rapport à la question animale en général, d'en discuter en contexte académique. J'ai jamais trop cru à la neutralité de l'université. Je crois que si dans les cahiers antispécistes on a été un peu rejeté, c'est parce qu'on était pas parce qu'on n'avait pas les bonnes idées, mais parce qu'on n'était pas la bonne la bonne forme bien universitaire qui se voulait très neutre. Je suis content que ça puisse changer. J'ai demandé dans ma présentation qu'on me présente comme ancien élève de l'école. C'est pour différentes raisons. D'abord, je suis un peu content d'être revenu à l'école normale supérieure qui s'appelait de Saint-Cloud à l'époque et qui était vers Paris. C'est pas au même endroit, c'est beaucoup plus moderne et c'est pas au même endroit, mais en même temps c'est le même endroit qui est cette question, c'est une question qui est physique, c'est-à-dire savoir si les endroits ont des spécificités, je vais vous parler un petit peu de physique puisque j'étais en physique, bien qu'on soit ici je dirais l'ENS Lettres, ça s'appelle plus l'ENS Lettres, mais c'est des questions qui sont souvent vues plutôt comme philosophiques, etc. C'est-à-dire les sciences qui ne sont pas les sciences dures, mais je ne sais pas si on les appelle sciences molles. Donc il y a cette distinction entre les différentes sortes de sciences, dures et molles, qui rejoint beaucoup aussi la distinction entre nature et culture. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui courent dans notre vision des choses. Moi, je viens de la physique, mais en fait, j'étudiais la physique parce que j'avais envie de comprendre le monde, qui me paraît très difficile à comprendre. Et en particulier, ce qui paraît difficile à comprendre dans le monde, c'est la sentience, qui est une question qui est vue souvent plutôt comme étant quelque chose du côté des lettres, c'est-à-dire des lettres, de la philosophie, des sciences pas dures. Je pense que ces distinctions-là sont pas mal à remettre en cause. Alors, je vais essayer en très peu de temps, parce que c'est très touffu, de faire un pont entre ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences molles, ou les sciences humaines, on dit souvent aussi, entre ces deux mondes, à travers une analogie avec ce qui s'est passé au XVIe siècle avec Galilée, qui est connu comme étant un scientifique, un physicien, comme ayant été pratiquement le fondateur de la physique, et à travers l'opération qu'il a faite d'unification du monde, et faire l'analogie avec l'opération que les antispécistes, j'appelle ça la révolution singerienne par analogie avec la révolution galiléenne, font d'unification du monde du point de vue de la sentience, du point de vue de l'éthique, c'est-à-dire du fait qu'il n'y a plus une zone qui est l'humanité qui aurait ses lois éthiques et une autre zone qui est tout le reste de l'univers qui aurait d'autres lois éthiques, d'autres lois morales ou d'absence de morale, comme on dit souvent. Donc Galilée, je vais parler pas mal donc d'abord de la question de la physique et de ce qu'a fait Galilée. Donc comme je note dans le papier que je vous ai fait donner, donc Galilée est surtout connu comme champion de l'héliocentrisme. Donc du fait que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais plutôt le Soleil. Je dirais que c'est même pas que le terme héliocentrisme est un peu impropre, parce qu'en fait le résultat de l'opération, c'est tel qu'on voit aujourd'hui, qu'il n'y a plus de centre de l'univers. Mais en tout cas, il n'y a pas la Terre comme centre de l'univers. Alors,
On parle d'héliocentrisme, mais ce que je pense qui était beaucoup plus important, qui est lié quand même, mais qui est plus important conceptuellement dans l'opération faite par Galilée, c'est le fait d'en terminer avec la séparation du monde telle qu'elle était vue à la suite d'Aristote et pendant à l'époque, pendant un peu moins de 2000 ans, et qui régnait à travers le christianisme qui avait repris et développé cette vision d'Aristote. Donc pour Aristote, je cite ce que Galilée met dans la bouche d'un aristotélicien dans son ouvrage majeur, donc Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, en 1632. Il fait dire à l'aristotélicien « Passons à la considération des parties du monde ». Aristote, en une première division, fait deux fort différentes entre elles et nettement contraires, la partie du ciel et la partie des éléments. La partie des éléments, c'est ce qu'on appelle aussi la partie sublunaire, c'est-à-dire en dessous de l'orbite de la Lune, où les 4 éléments, c'était l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, alors que ces éléments n'étaient pas... les lois de la physique au-dessus de l'orbite de la Lune, de la distance de la Lune, étaient réputées totalement différentes. C'était pas juste un jeu de lois qui remplace un autre jeu de lois, lois comme dans l'égal. Donc c'est vraiment une différence ontologique entre ces deux sortes de lieux. La partie du ciel, la partie des éléments, la partie du ciel est ingénérable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de naissance ni de mort, incorruptible, inaltérable, impassible, etc. La seconde, c'est-à-dire la Terre, est exposée à de continuelles altérations, changements, etc. Cette différence, il la tire de la diversité des mouvements locaux, posés comme principe originaire. Alors, mouvements locaux, dans le vocabulaire de l'époque, ça veut dire des changements de lieu. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements. Donc, comme explication, ces mouvements locaux, pour la partie du ciel, c'était des mouvements circulaires, donc qui n'allaient nulle part, quelque part, et qui étaient infinis, qui revenaient toujours au même point et qui n'avaient pas de motivation. Le terme motivation, c'est ce qui... la base de motivation du terme motivation, il y a mouvement. Donc il n'y avait rien qui les faisait mouvoir. C'est comme s'ils ne se déplaçaient pas, alors que sur la Terre prévalaient des mouvements verticaux des différentes sortes d'éléments vers leur lieu naturel. C'est-à-dire que tout ce qui était sur Terre était en quelque sorte animé par une volonté d'aller quelque part. Ces mouvements verticaux qui étaient donc finalistes, donc avaient une motivation, correspondaient à des changements réels et pas juste au fait de tourner en rond, et étaient motivés par une sorte de volonté interne des objets d'atteindre leur lieu préféré, leur lieu naturel. Donc il y a une partie du monde qui est sans volonté, sans choix, sans désir, sans corruption, et une autre partie du monde qui est la partie terrestre, qui est pleine d'orages, de tempêtes, de désirs, d'échecs, de réussites, de corruption, etc. Dans la partie du ciel, parmi les mots qu'il met, il y a impassible, qui veut dire indifférent à ce qui se passe finalement. Ce qui est sur Terre, par contre, nous ne sommes pas indifférents, nous avons des désirs. Donc, voilà, j'ai mis un petit tableau avec ce qui est dans le monde supralunaire, mouvement circulaire, répétitif, immutabilité, c'est-à-dire rien ne change réellement, impassibilité, comme opposé à finalité et volonté, et une sorte de perfection éternelle, alors que sur Terre, c'est l'imperfection, la tension vers le lieu naturel, l'insatisfaction. Et au centre de l'ouvrage de Galilée, il y a l'unification de ces deux mondes pour dire non, il n'y a pas de... Cette différence, cette distinction ne vaut pas.
Ah, il s'y prend dans les deux sens, c'est-à-dire il y a une grosse partie qui consiste à dire j'ai regardé dans mon télescope, je vois la Lune et il y a des montagnes. Alors, réponse des aristotéliciens, ils ont fait vraiment une résistance énorme à cette idée d'avoir des montagnes sur la Lune, parce que la Lune c'est un corps céleste, donc doit être parfaitement circulaire, sans imperfection, sans défaut. Donc la Lune, non, elle est même transparente. Enfin, il y a plein de trucs qui sont complètement délirants là-dedans pour arriver à expliquer que non, il n'y a pas de montagne sur la Lune. Pareil par rapport aux taches solaires. Galilée, il dit, mais sur le Soleil, on voit des taches. Alors les aristotéliciens, non, c'est pas des taches, ça doit être juste des objets qui tournent autour du Soleil, qui donnent l'impression que c'est des taches. Alors, il est obligé d'aller jusqu'à dire, non, ces taches, elles sont pas toujours rondes, quand elles arrivent vers le côté du Soleil, elles ont une forme de plus en plus, elliptique, ovale, donc elles sont vraiment attachées à la surface du Soleil, donc vraiment une bataille pour montrer que les choses dans le ciel ne sont pas parfaites, sont imparfaites. Voilà. Et l'unification, elle s'opère dans l'autre sens aussi, à ce moment-là, dans le fait qu'il montre que les choses sur Terre sont beaucoup plus comme ce qu'il y a dans le ciel, en particulier à travers la notion de relativité du mouvement. Quand on dit aux gens théorie de la relativité, les gens ils pensent à la relativité d'Einstein, mais en fait la première théorie de la relativité du mouvement, c'est celle de Galilée, qui dit, si vous êtes dans un bateau qui glisse tranquillement sur la mer, et que vous ne regardez pas dehors, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'arriverez pas à détecter que vous êtes en mouvement. Donc ce mouvement est imperceptible, il est comme s'il n'était pas, et donc la Terre n'est pas un repère, enfin la fixité de la Terre n'est garantie par rien. Ça peut très bien être un corps qui se promène dans le ciel comme la Lune, voilà. Et à partir de là, un certain nombre de lois qui valent dans le ciel commencent à pouvoir valoir sur Terre. Alors ça, c'est quelque chose de très, quelque part de très scandaleux pour les aristotéliciens, parce que ce qui se passe, c'est que les lois de la physique aristotélicienne étaient des lois très proches de l'expérience, très concrètes. C'est-à-dire, par exemple, l'idée que les objets, quand ils sont lancés, leur état naturel, c'est celle d'immobilité, donc c'est pour ça que ces objets vont s'arrêter. Alors que Galilée, il montre que le mouvement perpétuel qu'on voit dans les cieux, il vaut aussi quelque part sur Terre. Et s'il ne vaut pas sur Terre, c'est à cause des circonstances particulières qui valent sur la Terre, comme les frottements et les choses comme ça. Mais ça n'est plus une différence entre le ciel et la Terre, ce n'est plus une différence essentialiste, ce n'est plus une différence d'essence entre le ciel et la Terre, ce sont des différences plus accidentelles qui s'expliquent par des choses qui, évidemment, ont rapport au fait qu'on est sur la Terre ou sur le ciel, mais qui veulent dire que si vous êtes sur une autre planète où, par exemple, vous avez une atmosphère, là aussi vous aurez des frottements, et les lois qu'on a sur la Terre du fait que les mouvements s'arrêtent vaudront aussi dans le ciel. Donc, et de la même façon, si vous arrivez à avoir les conditions sur la Terre d'annuler ces frottements, comme dans le bateau qui glisse, les lois qui valent dans le ciel vaudront aussi sur la Terre. Donc, alors, ce principe de Galilée, je le note ici, c'est marrant parce qu'on parle de principe de relativité. La relativité, c'est la relativité du mouvement, mais avant la relativité du mouvement, en physique, il y a un principe qui est l'invariance de lieu. C'est-à-dire que les lois de la physique sont identiques quel que soit le lieu. Ah, ce principe, il est pas vrai si on le prend dans un sens, je dirais, un peu complètement littéral, dans le sens que c'est clair que les choses ne se passent pas de la même façon. Si vous êtes en apesanteur quelque part entre l'orbite de Mars et de Jupiter, vous allez flotter, vous n'allez pas tomber, vous allez
pas être freiné, vous allez continuer à vous mouvoir, etc. Alors que sur Terre, non. Mais ça veut dire que le comportement différent des objets, la physique différente entre la position où on est complètement perdu dans l'espace et celle où on est sur Terre, elle ne dépend pas du lieu en soi. Voilà. Et ce terme en soi, qui est souvent très difficile à faire passer par rapport à la question du spécisme, quand on dit que les lois, enfin la manière de traiter un être ne doit pas dépendre de l'espèce en soi, les gens ils disent ah mais dans ce cas-là vous allez faire voter les poules ou des choses comme ça. Alors que si on ne fait pas voter les poules, c'est pas parce qu'elles appartiennent à telle ou telle espèce, c'est parce que corrélées à l'espèce, il y a aussi différentes capacités psychologiques, etc. Donc ce n'est pas l'espèce en soi qui nous dit qu'on doit donner des droits différents aux poules ou qu'on ne doit pas, par exemple, permettre aux poissons de faire du parachute ou des choses comme ça. C'est pas à cause de leur espèce différente en soi, c'est à cause d'autre chose. De la même manière que ce n'est pas à cause du lieu en soi que les objets se comportent différemment dans l'espace que sur Terre, c'est à cause des conditions accidentelles différentes qu'il y a là. Donc, oui, donc je fais une comparaison donc, entre cette opposition entre ciel et terre qu'il y avait à l'époque d'Aristote et l'opposition qu'on a tous dans notre esprit, l'opposition classique qui est liée à l'opposition nature et culture, etc., entre le monde humain et le monde non humain. Et donc dans ce tableau que j'ai fait au verso de mon polycopier, donc je mets d'un côté le monde naturel et le monde humain. Le monde naturel serait régi par des cycles éternels qui ne changent pas, qui ne vont nulle part, en même temps par une perfection. On entend souvent dans les discussions, mais la nature est parfaite, il ne faut pas la changer, etc. Les gens, quand on leur dit, oui, mais une évolution dans la nature, ah oui, mais c'est à très très long terme, ainsi de suite, alors que l'humanité est caractérisée par une progression linéaire de l'histoire, avec beaucoup de changements et de révolutions et de choses belles et horribles. Les équilibres naturels, ça va avec ça, historicité, naissance et mort des civilisations chez les humains. La moralité, le fait qu'il n'y a pas de moralité dans le monde naturel, tout comme les sphères célestes seraient dépourvues de désir et de libre arbitre et de quoi que ce soit, alors qu'il y aurait le libre arbitre et la moralité dans le monde humain et des lois inviolables, les chaînes alimentaires, etc., que nous aurions des lois morales, le péché, etc. Donc cette éthique, cette vision, cette séparation, je pense, alors bon, il faudrait voir historiquement comment ça s'est passé. J'ai le sentiment que cette séparation, elle date d'il y a très longtemps, mais qu'elle a été très accentuée à l'époque de Galilée, justement comme une sorte de volonté de reporter la division entre le monde, la division physique entre le monde céleste et terrestre, en une division au sein même du monde terrestre, avec, bon, par exemple, Descartes, c'était à la même époque que Galilée, qui dit, qui affirme le caractère totalement mécanique de tout ce qui est non humain. Donc, où on reporte la division précédente, qui existait déjà, je pense, dans la division aristotélicienne entre la nature et les humains, mais qui était nettement moins accentuée. On l'a complètement accentuée pour préserver le monde humain comme lieu très spécifique et totalement séparé du reste. Alors, si on arrête de faire cette division, on est face à une énorme quantité de problèmes, je dirais. De la même manière que je pense que l'unification galiléenne du monde physique, elle a posé plus de problèmes qu'elle n'en a résolu. Elle a permis d'avancer vers une physique correspondant plus à la réalité, mais il reste d'énormes contradictions. Simplement, ces contradictions qui étaient
entre un monde parfait et un monde imparfait, elles se sont reportées en une contradiction au sein du monde physique en général, entre les phénomènes, je dirais, réversibles, qui sont les choses comme l'inertie, les principes d'inertie comme ça, et les choses qui sont de l'ordre de l'irréversible, l'entropie, la thermodynamique. De la même façon, je pense qu'on a d'énormes problèmes à comprendre le monde, en particulier jusqu'où va la sentience, comment la sentience s'insère dans la réalité physique, la sentience en tant qu'objet physique doit être acceptée, et je pense que que l'abolition du spécisme, la révolution singerienne, que j'appelle comme ça dans mon polycopier, donc cette abolition, c'est plus le début que la fin d'une évolution, et que ça va très loin. Et dernier mot, je sais que j'ai dépassé, c'est juste pour dire que tout comme Galilée a montré que le ciel est beaucoup plus comme la Terre qu'on ne le croyait, et que la Terre est beaucoup plus comme le ciel qu'on ne le croyait, je pense qu'on doit arriver à voir que les animaux non humains sont beaucoup plus comme les humains qu'on ne le croyait, mais aussi que les humains sont beaucoup plus comme les animaux qu'on ne le croyait. On reproche souvent à l'antispécisme de dire « Ah, vous allez abaisser les humains au niveau des animaux ». On a tendance à répondre « mais non, c'est pas notre intention », mais je pense qu'en partie, c'est une conséquence nécessaire, et que pour comprendre les humains, il faut nous comprendre comme des animaux largement déterminés par beaucoup de choses, sociales et biologiques, tout comme tous les autres animaux. Voilà, merci, désolé d'avoir dépassé. Merci beaucoup. On a le temps en fait pour quelques questions, 2-3 questions si vous voulez, avant la table ronde. Soit dans le chat, soit dans la salle si vous en avez. Et moi sinon j'en ai une entre-temps. Du coup sur ce que tu viens de dire à la fin, est-ce que tu pourrais élaborer sur quels sont les éléments qui font que les humains sont beaucoup plus comme les animaux non humains que ce qu'on le croit? Est-ce que tu as pu identifier certains éléments sur lesquels on a l'impression encore qu'il y a une sorte de propre de l'humain et qu'on devrait revoir ça? Je pense qu'il y en a énormément, et énormément plus que je ne pourrais moi-même en imaginer, mais il y en a un qui me vient vraiment à l'esprit, et je pense que c'est très important pour le mouvement antispéciste, c'est le fait de voir les humains, de les percevoir autrement que les non-humains, en particulier par rapport à l'idée de responsabilité morale. C'est-à-dire parce que nous avons l'idée que les humains sont supérieurs aux autres animaux, nous tolérons beaucoup moins les écarts entre notre vision idéale de l'humain et la réalité des humains, et nous pardonnons beaucoup moins aux humains leur méchanceté. Moi, j'aurais envie qu'on regarde un torero comme on regarde un chat qui ramène une souris à la maison. C'est-à-dire que on voit tout le temps que, par exemple, les toreros sont traités de salauds, de sadiques, de pire que tout. Pourquoi ils sont traités de pire que tout? Parce qu'ils sont censés avoir une éthique, qu'ils sont censés avoir une capacité de raisonnement moral, et qu'ils ne l'appliquent pas. Alors que le chat, on ne va pas dire il est censé avoir une éthique, c'est un salaud, il faut le condamner, c'est bien fait pour lui si la souris le mord et lui inocule la rage. On ne va pas dire ça par rapport à un chat qui ramène une souris. Alors qu'on va dire c'est bien fait pour le torero s'il se prend un coup de corne. Je pense que le torero, il est né comme tous les humains, avec un certain sens moral, mais pas plus que ça. Il est né avec une certaine volonté morale à laquelle il déroge très souvent.
il est né avec une certaine rationalité qu'il porte jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Je pense que les chats aussi. Les chats, je pense que les non-humains aussi sont des agents moraux, mais bon, je ne vais pas développer, mais que simplement, ils sont des agents moraux imparfaits, comme les humains sont des agents moraux imparfaits. Et que si on cesse de faire cette distinction entre le monde non-humain et le monde humain, il faut aussi avoir pour les toreros et les mangeurs de viande la même indulgence qu'on a pour les autres animaux qui sont pris dans leurs circonstances de naissance, leur génétique et toutes leurs faiblesses. Tout à fait.